Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 19, Choisir des noms. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Gulliver, Clark Kent, Gandalf, Tatooine, l'Enterprise. Des noms chargés de force, tout particulièrement dans nos genres, dans les littératures de l'imaginaire. Et évidemment, les littératures de l'imaginaire, c'est raccourci pour parler des littératures des mondes imaginaires. Donc, qui dit création fictive, qui dit création d'univers, dit création de noms. Création de noms de personnages, même dans les littératures générales, bien sûr, il faut nommer les personnages, mais également dans la littérature de l'imaginaire, créer des noms de lieux. Mélanie, t'as plutôt des univers contemporains, sauf en traduction, tu t'occupes de traduction de Brandon Sanderson. Laurent et moi, en science-fiction et en fantasy, on a plus de création d'autres mondes. Mais peu importe, puisque finalement cette notion de la toponymie, donc la science des noms, et la création des noms de personnages, elle est prégnante dès qu'on fait de la fiction, puisqu'on crée ce qui n'existe pas. Alors déjà, j'ai l'impression, en parlant avec, avec camarades et collègues, que l'importance des noms est assez variable en fonction des auteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous a revêt une importance, ou alors à la rigueur il pourrait s'appeler d'une quelconque manière, et finalement c'est quelque chose que vous pourriez décider à la fin, une fois que c'est fini, et ça n'aurait pas d'importance? Moi, ça en a pour moi, mais à un niveau, je dirais, personnel plus que à l'intérieur du texte. C'est-à-dire que pour moi, le nom d'un personnage, qui souvent va être un prénom, comme je dis, c'est des textes contemporains, donc des prénoms existants, on va dire. J'ai besoin de ça pour moi-même connaître le personnage et le sentir. Et souvent, il n'existe que quand il a trouvé son nom. On n'est pas tout à fait, je pense, dans la même thématique selon qu'on utilise des noms existants ou selon qu'on va partir dans la création, qui laissera plus votre domaine. Moi, j'ai tendance donc à avoir des personnages ordinaires et à leur donner des prénoms existants. Et comment est-ce qu'on choisit un nom? J'aime pas trop l'idée qui revient souvent chez des lecteurs. On nous demande souvent, mais quel est le sens derrière le choix de tel nom? Comme s'il devait systématiquement y avoir une symbolique. Et je pense pas plus que dans la vraie vie. Le nom de quelqu'un n'est pas nécessairement choisi pour son sens. Ça arrive, mais pas toujours. Par contre, je pense qu'un nom donne une certaine impression. Enfin, comment dire, c'est un premier contact en fait avec quelqu'un. Le nom va dire quelque chose. Et par exemple, dans le choix d'un prénom existant, selon ce qu'on va choisir, ça peut dire des choses sur l'origine du personnage, sur son origine sociale. Il y a des noms qui vont être très marqués, plutôt bourgeoisie, et des noms très populaires, par exemple. On peut avoir des noms d'origine étrangère qui nous apprennent que le personnage est de telle ou telle origine. Ça peut me dire des choses sur son âge aussi. Par exemple, il y a des prénoms qui vont être à la mode à un moment donné, où j'avais pris quelques exemples. Par exemple, si un personnage s'appelle Henriette, on peut supposer que c'est une génération plutôt de nos grands-parents. Si le personnage s'appelle Stéphanie, c'est un nom qui était très très courant, moi, ma génération en tout cas, où il y a des prénoms comme Léa ou Zoé qui sont devenus à la mode plus tard. J'ai été frappée dans des romans jeunesse notamment, qui souvent utilisaient un prénom qui était très à la mode dans la classe d'âge qui était visée. Et je citais Zoé parce que je pensais à une série de Gudule dont le personnage s'appelait Zoé, et c'était à une époque où il y avait énormément de petites filles qui portaient ce prénom qui était très à la mode. Donc on peut jouer sur des choses comme ça. On peut jouer sur une familiarité. J'ai un exemple qui n'est pas personnel, mais qui était dans... J'avais étudié à la fac en littérature anglaise, on avait étudié 1984, et mon prof qui était anglais nous avait dit que Winston Smith, c'était... Alors, c'était pas tout à fait John Smith, mais en dehors de ça, c'était à peu près le nom le plus courant qu'on pouvait trouver. C'était vraiment Monsieur Tout-le-Monde. Ce dont je me rendais pas nécessairement compte à la lecture. Où on peut avoir des noms complètement extravagants, j'en ai pas... Si, j'avais pensé à un exemple, mais ce sont plus des pseudonymes, c'est Lionel dans ta série Léviathan. Tu as des personnages dans un cadre contemporain, tu as un héros qui a un nom très courant, je pense assez volontairement, et tu as des personnages de mages qui se sont tous choisis un nom, qui sont tous plus extravagants les uns que les autres. Je les ai plus en tête, mais c'était déjà, ça dit quelque chose sur chacun de ces personnages. Donc finalement, il y a une forme de... pas de création, mais il y a énormément de choix derrière le choix d'un nom, sans nécessairement avoir un sens. Mais pour moi, il y a une impression qui doit être donnée. Je sais pas si ça rejoint votre rapport à tout ça. Tout à fait, et je pense que ton approche, pour moi en tout cas dans celle d'un monde imaginaire, c'est exactement la même. C'est presque une espèce d'évocation, c'est marrant, on tombe fréquemment sur cette dimension, c'est presque une évocation musicale en fait, à la fois musicale et esthétique à l'écrit, donc au niveau de la sonorité, et cette chose-là va être effectivement une forme d'évocation, une forme de représentation, mais qu'il est presque impossible d'expliquer de façon rationnelle pour moi. Ça va dégager quelque chose, pour rester dans les univers contemporains, là par exemple je viens de terminer une nouvelle de SF, je me suis rendu compte
Donc il y a un ado avec ses parents, ils sont d'origine suédoise, j'ai le nom des parents. En fait, le nom des parents finalement n'est jamais apparu dans le texte parce que j'ai jamais eu besoin de les appeler. Mais j'avais besoin moi de savoir comment ils s'appelaient parce que ça m'évoquait qui ils étaient. Et à partir du moment où j'avais le nom, à partir du moment où ce nom-là sonnait juste dans le ressenti que j'avais du personnage, sans même me l'expliquer rationnellement, je comprenais, je savais qui ils étaient, et finalement, quelque part, j'avais accroché quelque chose que, ensuite, si je voulais développer, la description, le caractère, etc., il fallait creuser derrière ça, plus qu'inventer, en fait. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça marche dans un univers contemporain, pour moi, ça marche partout, cette création de nom, que ce soit pour les lieux ou pour la personne, ça symbolise, et après, il s'agit de comprendre ce qui va derrière ce nom-là, plus qu'une forme d'invention. Et après, on peut jouer aussi, pour poursuivre là-dessus, sur des contrastes et choisir un nom qui ne colle pas tout à fait avec l'image qu'on peut avoir. Oui. Dans ma nouvelle qui s'appelait Nous reprendre à la route, j'ai un personnage, une espèce de punkette qu'on croise sur une aire d'autoroute et qui s'appelle, son prénom c'est Léonore et qui se fait appeler Léo parce que Léonore elle accroche pas trop. Et j'aimais bien le contraste entre ce nom que je trouve, pour moi c'est un nom qui a plutôt une certaine classe, que j'associe à une certaine classe sociale, porté par quelqu'un qui justement dit bah non, je me reconnais pas dans ce nom-là, je vais prendre un nom androgyne, je me fais appeler Léo. Et je trouvais que rien que ça disait des choses sur le personnage. Et j'aimais bien ce contraste entre ce prénom et l'image de ce personnage qui n'allaient pas forcément ensemble. Ouais, c'est hyper évocateur. On peut jouer avec les surnoms aussi. J'ai une anecdote un peu du même genre. Dans Les Dieux Sauvages, à un moment, il y a un croisé, donc un soldat de la foi, etc., qui a vraiment la réputation d'être hyper acerbe, qui a eu un côté du visage rongé par l'acide. Il s'appelle Aldan, qui est plutôt un nom relativement doux, donc il s'est choisi un surnom, il s'appelle le Mordicant, parce que ça a fait un peu plus classe quand on s'est fait ronger la tronche à l'acide, ouais. Ça en impose un peu plus chez les mécréants. Oui, effectivement, un nom, ça fixe le personnage, ça lui donne son empreinte. Donc ça lui donne, c'est assez biblique, ça lui donne son officialité, ça l'amène au monde, d'une certaine manière. Et en plus, au-delà de ça, y a les connotations données par le contour sonore du nom, en fait. Ça lui donne une sorte, oui, de contour verbal ou sonore que lui donnent les voyelles qu'on va mettre dedans et les consonnes et qui va lui donner justement c'est ça sa chair finalement, c'est-à-dire ses couleurs par les phonèmes en fait, hein. Voilà, ça va passer par des phonèmes plutôt espagnols ou anglo-saxonnes, etc. Voilà, ou même des lettres et des accents si on veut faire dans le genre exotique. Donc c'est ça qui va lui donner justement sa forme. Pour moi, c'est un néologisme au même titre qu'un néologisme d'un nom commun en fait. Pour moi, ça se crée de la même manière, c'est-à-dire que c'est l'inspiration. On est vraiment dans la pure inspiration quand même. Donc dans la subjectivité totale, ce qui fait que c'est des trucs qui sont très personnels, je trouve, les noms. Que ce soit des noms de personnages ou de lieux, hein, c'est pareil. Pour moi, le nom, il est porteur d'une histoire interne. C'est ça qui va donner une première profondeur. Ça permet de faire une espèce de généalogie imaginaire du personnage ou du lieu. Alors moi, c'est souvent des prénoms altérés. C'est-à-dire, je vais altérer en changeant une lettre. Des fois, pour donner une sorte de familiarité, mais singularisée par un léger twist dans la graphie, je fonctionne souvent comme ça. Ou alors, par exemple, sur les noms de lieux, j'ai un peu des noms, parce que je fais un space opéra, une sorte de space opéra global, qui s'étend sur une 50aine de romans. Et donc, finalement, ça m'a permis, par exemple, de ramener un peu, par exemple, des sortes de noms de lieux génériques. Dans mon univers, il y a les humains qui ont profité d'un grand réseau de trous de verre pour aller s'installer sur des dizaines de milliers de planètes. Les portes de Vank. Voilà, les portes de Vank. Et le mot Vank, c'est un mot qui a été créé en fait un peu par défaut. C'est peut-être le nom du découvreur de ce réseau, si ça se trouve, mais voilà, ça indique, c'est le nom qu'on a donné à cette espèce qui a disparu. Et quand les colons vont sur place, en général, la ville qu'ils fondent va s'appeler Ville Vank ou Port Vank. En fait, c'est une manière de donner une histoire à cet univers-là, sans en avoir l'air, de aussi dire qu'en fait, que les colons n'ont pas d'imagination. Parce que, non, mais c'est vrai. Et c'est souvent le cas. Quand on voit les premiers ports américains installés voilà, c'est Port-Marie, c'est des choses comme ça, quoi. C'est des trucs hyper bateaux. C'est en Australie, il y a un état qui s'appelle la Nouvelle-Galles du Sud. Voilà, c'est typique. Les colons ont rarement d'imagination au niveau de la création onomastique, et voilà, c'est une façon de structurer l'univers, de donner des noms. Moi, je les trouve souvent en groupe. C'est souvent déjà le premier acte créateur, pour moi, c'est ça, c'est trouver des noms. Et les créer en groupe comme ça, créer des listes, ça me permet déjà de voir graphiquement, de mettre l'accent sur la variété que je vais avoir des noms. C'est-à-dire que éviter d'avoir des noms qui se terminent tous en ON. Oui. Ou, voilà, ce genre de choses. En fait, c'est tout bête, mais le fait comme ça de trouver les noms et puis de les accoler, les mettre les uns à côté des autres pour voir un peu la couleur générale des noms, ça permet de garantir une certaine variété, en fait, dans les noms, puis de se creuser le ciboulot aussi, ça fait pas de mal.
Voilà, parce que si tous les noms avaient une seule syllabe, voilà, ou se terminaient par la même, bah, ça ferait très pauvre, quoi. Voilà. Donc ça permet d'accentuer le côté varié du truc, et puis ça permet aussi de faire des fois des jeux littéraires. Moi, je crois beaucoup au subliminal, en fait. C'est-à-dire, je trouve que des noms, c'est toujours porteur de quelque chose. Même si on les twiste beaucoup, hein, même si on fait des alliances des fois qui ont l'air aléatoires, de syllabes, en réalité, le cerveau, il fait des analogies tout le temps, quoi. Et donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on trouve, il y aura toujours des gens pour dire « Ah ouais, mais en fait, elle a voulu dire ça en trouvant ce personnage. » Non, en fait, Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Et donc, j'ai pris le taureau par les cornes, par exemple, pour Spire, ma trilogie en cours, qui raconte l'histoire d'une compagnie de transport interstellaire. Et donc, moi, j'ai pris les noms d'aviateurs de l'aéropostale et des mécanos qui représentent le nom des capitaines et les noms des mécanos. Alors, je les ai un peu twistés aussi. Des fois, j'ai remplacé j'ai interverti les syllabes, ou j'ai fait des anagrammes, ou ce genre de trucs, mais voilà, c'est ça. Et puis pour le nom des vaisseaux spatiaux, j'ai pris des noms d'auteurs de pulp. Donc ça, c'est des petits clins d'œil aussi qu'on peut faire, qui est pour le coup extra-littéraire. Mais voilà, on peut se faire plaisir de temps en temps. Puis quand on sait que on fait de la fiction, donc on n'est pas du tout tributaire de la réalité, a priori, on peut faire ce qu'on veut. Même si en réalité, on est très contraint par les codes du genre, mais faut profiter de la liberté qu'on a, en fait. Complètement. Pour Evanégir et les dieux sauvages en particulier, j'ai le même genre de jeu. C'est-à-dire que le dieux sauvage s'inspire un peu de l'épopée de Jeanne d'Arc. Il y a pareil, il y a les jeux avec des déformations de certains épisodes. Par exemple, j'ai le siège d'une ville fluviale qui s'appelle Loered. Loered, Orléans, tout ça, c'est pas anodin. Après, sur la création de l'univers, je sais pas si vous faites des choses comparables, mais ce qui est intéressant quand on crée un monde entier, qu'on va avoir des langues, Laurent, je sais que t'as des extraterrestres par exemple, moi j'ai des civilisations parfois millénaires, c'est la capacité aussi d'aller chercher dans la langue la toponymie. Je fais par exemple, c'est une question qui vient souvent, c'est comment vous construisez les noms. En fait, avant de créer le nom d'un personnage dans un univers dans Evanégir, un univers de fantasy, je vais commencer par créer un syllabaire de base de la langue. Donc, au lieu d'aller chercher le nom, je vais d'abord chercher la toponymie et l'ambiance littéraire, l'ambiance sonore de la langue et des types des noms qui vont se faire à cet endroit-là. Et à partir du moment où j'aurai les syllabes les plus fréquentes, etc., commencer à les coller ensemble pour ensuite aller chercher le nom des personnages, des lieux dans cette ambiance-là, en fait. Et avec éventuellement des variations et des jeux. L'Empire d'Azretia, donc un ancien empire steampunk, un peu inspiré de l'Empire romain, dans ma tête, il y a toujours été les noms azriens doivent sonner elfique latin. C'est un empire civilisateur de fantasy. Qu'est-ce qui est plus emblématique ? Rome et les elfes. Mais après, je pense que c'est important de rappeler aussi que ces connotations-là sont quelque chose qui reste, à mon sens, éminemment personnel. On a tous une musique de l'écriture en tête. Les lecteurs, on espère, vont rentrer dedans. Mais ces connotations, ces symboles-là qu'on évoque par l'inspiration, c'est quelque chose d'éminemment personnel. Cette dimension symbolique, ce porte-manteau presque, qu'on va aller creuser. Quelqu'un d'autre va pas forcément y voir la même chose. Mais pour nous, c'est l'entrée symbolique là-dedans. Oui, puis un nom mal conçu, c'est un peu comme du jargon mal assimilé pour un spécialiste. Oui. Ça fait toc. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que le nom fasse toc. Oui. Je pense que c'est important de faire attention au piège quand on invente les noms, faire attention aux noms ridicules. Ou que ce soit prononçable, au moins. Prononçable, lisible. On peut jouer là-dessus parce que j'ai jamais inventé ça, mais j'en traduis beaucoup. Et notamment, je suis assez fascinée par tout cet aspect de création des noms dans les archives de Rochard de Brandon Sanderson, qui sont mon gros morceau de traduction, où effectivement, ça se passe dans énormément de pays différents et chacun a un type de sonorité. Ça va des Aletti qui ont des sonorités assez douces. Personnages vont s'appeler Gavilar, Dalinar, etc., des noms comme ça. On a un peuple où le nom est tellement imprononçable qu'on a dû surnommer le personnage Rock parce que personne ne peut prononcer son nom. Et on a une peuplade dont j'oublie le nom, où les noms sont principalement des consonnes accolées, ce qui fait que personne d'autre n'arrive à les prononcer. Et c'est impossible à lire, en fait. Mais du coup, on voit un personnage, on sait de quel pays il vient. D'accord. Je fais une petite parenthèse, on peut dire des choses aussi sur l'univers. Un aspect qui m'a frappé dans cette série, c'est qu'il y a tout un développement selon lequel l'idée de symétrie est quelque chose de sacré. Et beaucoup de noms sont presque symétriques, mais pas tout à fait. Et on a un personnage à un moment donné qui a un nom parfaitement symétrique, qui s'appelle Yalai, et c'est un choix de ses parents de faire quelque chose de blasphémateur. Alors que souvent, on a un personnage qui s'appelle Shallan, par exemple. Le nom est presque symétrique, mais le début et la fin ne sont pas identiques. Et il y a vraiment tout un jeu sur ça. La symétrie est sacrée, donc on s'en approche ou on s'en éloigne. Juste un mot, à mon avis, qui est important sur justement les références communes et le subliminal. C'est vrai qu'on peut avoir tendance parfois sur des sites de conseils à dire pensez à la dureté versus la douceur des noms. Par exemple, des phonèmes en K, R, etc. vont être plus durs.
et évoquer des choses, versus les voyelles qui vont être beaucoup plus doux. C'est vrai, après il faut faire attention au systématisme, et le grand cliché dans la littérature de l'imaginaire, c'est les noms de femmes qui se terminent tous par A. Oui. Et puis, et sans la lettre K, la fantaisie existerait-elle seulement? Oui, tout à fait. Et les apostrophes. Le nombre. Et oui, moi, ça me fait toujours marrer, parce que c'est, bien sûr, énormément de noms de femmes peuvent se terminer par A, mais c'est très occidentalo-centré. Les noms de femmes qui se terminent par A, qui sont féminins, mais même en français, c'est pas japonais du tout, voilà. Clairement. Oui, donc clairement pas. Mais on a Christine, Jeanne, ou même dans l'époque, dans l'histoire franque, on a une reine qui s'appelait Ultrogoth, qui est quand même le prénom féminin le plus cool de la Terre. Ça fait Goldorak, ouais. Mais voilà, donc faire attention au systématisme, au cliché, éventuellement, la possibilité de prendre les choses à contre-pied. L'avantage aussi de l'ordinateur, pour un dernier petit truc, c'est qu'on peut tout changer d'un coup. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de faire une sorte de simulation de changement de nom comme ça sur un texte entier, et pour voir si ça collait. Donc j'avais changé un nom, le nom ne me convenait pas, quoi. Il y avait un truc qui allait pas. J'ai fait des tests, et là, il y a que l'ordinateur qui peut faire ça, quoi. Oui. C'est qu'on peut changer un nom, sur un texte entier, voir si ça va. Puis si ça colle, ça peut le faire. Ouais. Juste aussi, il est important, je pense à mon avis, de signaler que certains auteurs, ils disent parfois que quand le nom d'un personnage était mal choisi et n'était pas juste, ils se sont montrés incapables d'écrire le texte. Et que le trouver et le chercher et revenir, justement, permettait de débloquer cette dimension symbolique, inconsciente, pour le personnage. Oui, parce que c'est un ancrage. Oui. C'est vraiment, le nom, c'est vraiment un ancrage, je trouve. On a le nom de son personnage, c'est bon. Mais quelque part, voilà, c'est bon. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mes excuses, Jean-Claude, si j'ai mal compris ce que tu m'as dit, mais il y a certains auteurs qui fonctionnent pas comme ça. Par exemple, Jean-Claude Duniac, si je me rappelle bien, disait, pour lui, parfois, dans certains textes, le personnage s'appelle AAA, BBB. Il n'a pas besoin de ça. Et jusqu'à la fin de l'écriture, et que les noms se choisissent à la fin. Ou Serge Brussolo, voilà. Ou Serge Brussolo, qui utilisait toujours David Sarella, Sarah, etc. Il utilisait toujours les mêmes prénoms. D'un roman à l'autre, parce que pour lui, c'était plus pratique. Benacquista faisait ça à ses débuts, ses personnages s'appelaient tous Antoine ou une variation de Antoine, systématiquement. Donc c'est, encore une fois, quelque chose d'éminemment personnel. Petite citation pour terminer. Une citation de Virginia Woolf, qui nous dit « Rien ne devrait recevoir un nom, de peur que ce nom même ne le transforme. » C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.